우리는 그를 한국 현대 건축의 시작이자 대한민국 건축계의 위대한 거장으로 기억한다. 일제강점기인 1941년 일본에서 요코하마 공업고교 건축과를 졸업했으며 광복 이후 1946년부터 1952년까지 서울대학교 공과대학에서 조교수로 후학을 양성했다. 그해 10월 베니스에서 현대건축의 위대한 거장 르 코르비지에를 만난다. Ta maison, c'est aussi ton atelier. Parle-nous donc un peu de Le Corbusier. J'ai rencontré Le Corbusier à Venise en 1952. Il a été intéressé par mon travail. Et moi, impressionné par sa personnalité, au point que j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Oui, de 52 à 56. À Chandigarh aux Andes, à l'unité d'habitation de résidence Nantes, à la Maison du Brésil de la Cité universitaire de Paris. Et puis, j'ai participé évidemment au travail pour André Trier. Et il y avait beaucoup de travail. Oui, ce moment, tu connais très bien l'église de Longchamp, et puis Coubandra Tourette, et puis Maison Jaoul près de Nuit, et puis musée, maison particulière aux Andes. Après, Je suis rentré en Corée, et ici à Seoul. 1956년 3월 한국으로 돌아온 그는 김중업 건축연구소를 열고 본격적으로 건축 창작에 매진하기 시작한다. 그리고 이 시기 유려한 곡선, 수직과 수평이 강조되는 직선, 날카로운 예각의 선이 돋보이는 다양한 건축물들이 그의 손에서 세상 밖으로 나온다. 1956년에서 1957년 부산대학교 본관, 방배동 민씨주택, 1958년 건국대학교 도서관, 1960년 프랑스 대사관, 1962년 청평 별장, 1965년 서산부인과, 1962년 서울특별시 문화상과 1965년 프랑스 정부로부터 공훈기사 자귀를 받는다. 1964년 제주대학교, 1966년 부산 유엔뮤지 정문, 1969년 건축된 3.1빌딩은 대한민국 마철로의 시작이자 근대화의 아이콘이었다. 1981년 경상남도 문화예술회관, 1983년 육군사관학교 내 육군박물관, 1988년 서울올림픽을 기념하기 위해 건축된 평화의 탑. 그가 건축에 담고자 했던 생각은 과연 무엇이었을까? 노래하는 집을 꿈꾼 건축가 김중업. 강요된 현대화를 싫어했던 그가 건축을 통해 이루고자 한 것은 아름답고 꿈이 담긴 더 나은 삶을 위해 또 하나의 자연이 되는 그런 건축이었다. Façonné, poli comme une sculpture, voulu intégrer ce paysage, mer, elle veut par ses rampes en pente douce aider le regard à se pénétrer de la nature si proche et par ses formes, ses volumes, jouer avec la lumière pour être spectacle dans le spectacle permanent de la nature. Kim, tu as un jour abandonné l'architecture pour la poésie. Puis à nouveau, tu as soi-disant abandonné la poésie pour revenir à l'architecture. Tu ne t'es pas rendu compte qu'en réalité, tu avais demandé à la poésie la force nécessaire pour continuer ton architecture.
ancien poète, tu es devenu, plutôt tu es, architecte-poète. Paul, tu sais bien, tout le monde est poète. Et nous ne sommes que l'instrument par lequel s'exprime la poésie. L'art de la foudre. Alors, l'art pour l'art, ça ne suffit pas. Tu ne crois pas? Oh oui, je crois, oui. Voilà pourquoi je suis allé respirer dans les profondeurs de la poésie, pour pouvoir construire à la surface. Ce n'est pas très différent pour toi, je crois. Non, pas très différent. On a hélas les mêmes problèmes. Le vrai problème, d'ailleurs, n'est pas d'être un instrument de la foule. Ça, c'est clair et c'est bien. C'est plutôt à travers notre outil, par exemple toi, la règle à calcul et moi, la caméra, d'en être l'expression juste de la foule. Et ici, expression juste, c'est cette université va être rasée pour arranger la piste des avions. Et cette clinique, Défigurée par scan comprise. défigurée par ignorance, comme ça, simplement. Il y a aussi des choses plus simples qui, elles, ne sont pas menacées, heureusement. Oui, ça c'est la porte de cimetière des Nations Unies absentes. Ici, ça s'appelle faire le pitre dans les cariatides. Remarque, tu sais, on a dû aussi faire les pitres en Inde. Cette partie du film est clandestine, sans doute à cause du Calcutta de Louis Malle. Enfin bref, toute autorisation de tournage nous a été refusée. Mais venons-en à Chandigarh. Oui, à Chandigarh, j'ai travaillé avec le Corbusier. Sur ce projet, j'ai fait le toit jardin, la façade et les tapisseries. Ah oui, parlons-en de tapisseries. Si elles brillent tant par leur absence, c'est qu'arrivées si près qu'on pouvait les toucher, nous n'avons même pas pu les filmer. Des bureaucrates gesticulants nous en ont empêchés. Oui, c'est comme la clinique de Saul, que l'on a vu tout à l'heure. Oui. C'est très difficile d'avoir un contrôle total sur son œuvre. Tu sais, c'est dur de voir son travail méprisé, mutilé. On pourrait parler de répression artistique. Ici, on arrive à ta maison. C'est aussi ton atelier. Parle-nous donc un peu de Le Corbusier. J'ai rencontré le Corbusier à Venise en 1852. Il a été intéressé par mon travail. Et moi, impressionné par sa personnalité, au point que j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Oui, de 52 à 56. À Chandigarh aux Andes, à l'unité de l'habitation de Réserve Nantes, à la Maison du Brésil de la Cité universitaire de Paris
Et puis, j'ai participé évidemment au travail pour rendre atelier. Et il y avait beaucoup de travail. Oui, ce moment, tu connais très bien l'église de Longchamp, et puis Coubandra Tourette, et puis Maison Jaoul près de Nuit, et puis musée, maison particulière aux Andes. Après, je suis rentré en Corée, et ici, à Seoul. J'ai fait l'université Soban. J'étais encore très influencé par le Corbusier, mais c'est la première et la dernière fois que j'ai employé le brise-soleil. C'est très triste à l'intérieur. Ici, divergence. La tendance cinématographique s'insinue dans l'image. L'architecte dit, avec les brises-soleil, c'est très triste à l'intérieur. Le cinéaste, lui, montre de très jolis brises-soleil, mais bien sûr, de l'extérieur. Oui, tu sais bien, c'est un peu normal. Le dialogue entre architecte et cinéaste, c'est pas simple. Ça, c'est sûr. En plus, même si c'est une divergence fondamentale, on ne peut pas régler ça en 26 minutes. Sauf si nous essayons d'aller un petit peu plus au fond des choses. Et pour ce faire, comme on l'a décidé, on va montrer 2 versions de ton ambassade de France de Séoul. Voici la première version cinématographique. De la pente des collines au coin des quartiers, tout ici est habitat, habitat d'une grande légèreté, qui est d'ailleurs celle des formes, des espaces, des volumes. Cette légèreté vient de ce que le lieu n'a d'autre limite que son tapis de sensations vives, de signes éclatants, fleurs, fenêtres, feuillages, mosaïques. Ce n'est plus le grand mur continu qui définit l'espace, c'est l'abstraction même des morceaux de vue, des vues qui intègrent. Le mur est détruit sous l'inscription. Le jardin est une tapisserie minérale et végétale de subtils volumes présents. Pierres, arbres, déclivités. Le lieu public est une suite d'événements instantanés qui accèdent à vous dans un éclat si vif, si ténu que le signe s'abolit avant que n'importe quel signifié ait eu le temps de prendre. On dirait qu'un poète fécondant la technique séculaire permet au paysage ou au spectacle de se produire dans une pure signifiance. Tapissé de jour, encadré de vide et n'encadrant rien, décoré sans doute, mais de telle sorte que la figuration, fleurs, arbres, oiseaux, soit sublimée. Ici, c'était un texte de Barthes, ou plutôt ce qu'il en reste, après que nous l'ayons pour les besoins de la cause, adapté pour le cinématographe. Donc, c'est un montage cinématographique. Et puis maintenant, ciné, architecto, graphie. C'est un mot, des images, des sons, une musique, un tout que nous avons façonné ensemble. Né de la rencontre D'un cinéaste et d'un architecte pour essayer d'exprimer le langage de notre cœur. et non celui d'une certaine réalité commerciale. C'est le spectacle de son âme et d'elle seule qu'il impose au spectateur, sans chercher à lui plaire, ni à le convaincre, ni à lui obéir. Il expose à la foule, par le moyen de l'image qui le hante, le drame permanent qui le déchire en profondeur.
Avant la profusion de l'ornement qui ruinerait son architecture par la recherche de l'effet, il a évidemment la passion des surfaces nues, équilibrées jusqu'à la perfection, ceinturées de fines colonnes, toits percés de ces ouvertures lumineuses que pénètre un ciel complice. Toute chose donnant au visage de ces édifices tant de grâce, d'esthétisme et de poésie. Son choix du site, bien que différent d'un projet à un autre, marque un sens irrésistible de l'harmonie formelle et du décor. Là, il tente, par des appositions de lumière et d'ombre, des mouvements inattendus, repoussant les surfaces au dehors, de s'affranchir de certaines contraintes. Et ici, par des profils nets, des cadences régulières, une organisation rigoureuse et logique, de montrer une direction. Équilibre des formes, des couleurs, légèreté des structures, calme ordonné des jardins, tout ici est repos, chaleur, quiétude. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici que les images ne disent pas? Ici, Kim, les images parlent d'elles-mêmes, ou plutôt elles ne parlent pas, elles balbutient. La technique du cinéaste sera toujours inférieure à ta technique à toi. D'ailleurs, si on avait continué à travailler sur ce film, il n'en serait plus rien resté, tant il est évident que le cinéma, en plus de cet art originel, n'est que le reflet le plus illusoire de la réalité, d'une certaine réalité. Oui, mais on peut bien comprendre. Oh oui, je crois. Donc, si on sait voir, on peut aimer ou pas aimer. Quand on fait une maison, on ne donne pas un livre d'explication avec. Avec un Picasso ou un Mondrian, il n'y a pas non plus d'explication. Il faut savoir regarder avec son cœur. Après tout, c'est aussi avec notre cœur que l'on a fait ce film. Eh oui. En un toit si fin qu'il en paraît suspendu, réorganisant la colline, équilibrant l'ensemble, cédant des plus humbles détails, alliant l'ordonnancement oriental des jardins aux colonnes si pures qu'elles abolissent les volumes, les transcendant. Un style n'est qu'un moment fugitif de l'intelligence, impossible à inventer, impossible à retenir. Rien qu'un battement du cœur dans la poitrine d'un homme. Kim, Allons bon. Chut, écoute. Kim, l'amour que l'on porte à certaines œuvres est d'autant plus fort qu'elles sont rares, belles. Les tiennes, Kim, Oui, sont rares, belles, orgueilleuses et solitaires. Cependant, elles ne peuvent pas, elles ne veulent pas, tu ne veux pas faire oublier ce qui les entoure.
Bien sûr, le ciel est quand même présent. Mais il en est là comme du cinématographe, reflet ou réalité. Et quelle réalité? Oui, effectivement. Mon travail est sûrement orgueilleux et solitaire. Mais dans ce monde, comment ne pas faire une architecture qui s'installe dans l'orgueil ou qui reste solitaire? Nous sommes complètement coupés de la foule et contraints à dévoyer notre art au profit de la rentabilité. Par exemple, cet immeuble. Bien sûr, on m'a fait miroiter que c'était une prouesse technique. En effet, j'ai achevé tous les plans en 4 mois avec une équipe importante. Avec 31 étages. Il a longtemps été le plus haut d'Asie. Mais finalement, tu sais, pour ce qui est de vivre ou de travailler dedans, ce n'est pas tout à fait ça, du coup. Dans le montage plus loin, il y a une petite maison au bord d'un lac. Oui, mais cette petite maison au bord de ce lac, ce n'est pas pour les gens qui travaillent dans le grand building. C'est pour celui qui a financé le building. Mais tu sais, qui ne m'a d'ailleurs toujours pas payé mes prêts. Pour qui on construit? Mais pour qui? C'est un des nombreux problèmes qui se posent à nous architectes. Celui ou ceux qui financent, jamais ils demandent avis à ceux qui vont habiter dans tous ces grands ensembles, tous ces HLM, toutes ces nouvelles villes. Tu crois, toi, que les promoteurs, on dit promoteurs? Oui, ici on dit promoteur. Tu crois qu'ils veulent vivre dans ce qu'ils fabriquent? Non, moi je ne crois pas. Jamais. C'est un peu ça, le problème fondamental de l'architecte. On ne construit plus pour les hommes. C'est vrai, tu sais, on ne construit plus du tout pour les hommes. L'architecte, c'est quoi? C'est qui aujourd'hui? Un simple rouage d'une gigantesque machine à vêtir. La modernisation forcée. Ah, je n'aime pas du tout la modernisation forcée. L'homme est esclave. La modernisation forcée, c'est les architectes, les urbanistes, les promoteurs, les banquiers, les sociologues, les publicistes, les informaticiens manipulés par les pouvoirs inhumains. Pourtant, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que nous, architectes, nous sommes très nombreux, vraiment très nombreux à penser ainsi. Mais alors, pourquoi on ne fait rien? Rien. Avec des images et des sons, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est un film. C'est plutôt une tentative ciné, architecto-graphique. Oui, c'est vrai.